Ceci est une séance magique. Il suffit de l'écouter pour que votre inconscient utilise sa carte blanche pour faire tous les changements nécessaires à votre bonheur. C'est une histoire que ma grand-mère me racontait le soir. L'histoire d'un homme qui collectionnait les horloges. Il en avait une centaine, toutes différentes, accrochées aux quatre coins de la maison. Dans chaque pièce, on entendait une symphonie de tics, de tacs, de tic-tac. Il les avait chinés à droite, à gauche, dans des vides-greniers ou dans des cartons qui traînaient dans des caves, en Normandie ou dans le Midi. Le point de départ de cette collection surprenante remontait à l'héritage de sa défunte grand-mère, 8 ans auparavant. Parmi les bibelots, la vaisselle, les livres et les poupées de porcelaine se trouvaient enveloppés dans un vieux journal de 1945, une horloge. Une horloge toute simple, sans or ni diamant, mais avec un joli cœur gravé sur le bois. Il se plaisait à imaginer que peut-être son grand-père l'avait gravé en signe d'amour pour sa grand-mère. Son grand-père, disparu lors de la guerre 39-45. Peut-être que ce journal avait une signification. Il l'avait lu et relu des centaines de fois, sans jamais en découvrir un seul indice. Sans doute sa grand-mère avait-elle choisi cette page au hasard. Cette horloge n'avait donc pas grande valeur financière, mais elle valait de l'or à ses yeux. C'était un héritage inestimable. Il l'avait installée en face de son fauteuil préféré, là où il aimait se poser avec un livre, bercé par les tic-tac de l'horloge, comme le fœtus est bercé par les battements du cœur de sa mère. Il était en train de lire un roman de Jules Verne, lorsque tout à coup, parmi les 100 tic-tac habituels, il n'en entendit plus que 99. Ses yeux se levèrent du livre et fixèrent l'horloge droit devant lui. Plus rien, plus de tic-tac. La trotteuse avait arrêté sa course. Il se leva d'un bond et décrocha l'horloge du mur, la retourna. Il l'avait pourtant remontée ce matin-là. Elle n'avait aucune raison de s'arrêter. Il la démonta, chercha pourquoi le mécanisme s'était arrêté. Il découvrit qu'il manquait une minuscule petite pièce qui empêchait l'engrenage de fonctionner. Il eut beau chercher sur le sol, sur les étagères, sous le tapis, il n'y avait aucune trace de cette petite pièce. Elle s'était volatilisée. Comment était-ce possible ? Comment un grain de sable si minuscule pouvait manquer à un désert ? Comment une goutte d'eau en moins dans l'océan pouvait détraquer les marées ? Comment un être qui nous manque pouvait dépeupler l'univers ? Comment cette minuscule pièce avait pu arrêter les battements de cœur de son horloge ? Il s'assit, dépité au fond de son fauteuil, son horloge serrée contre lui. Les battements de son propre cœur faisaient écho sur la paroi vitrée de l'horloge. Il pensa à sa grand-mère, il pensa à ses enfants, à l'héritage qu'il voulait leur transmettre, à la vraie valeur des choses. Il ne put se résigner à abandonner son horloge. Il n'était pas trop tard, ni trop tôt d'ailleurs, pour venir au secours du temps. Pas une minute à perdre, pas un instant à hésiter.
Il se renseigna sur Internet, à la vitesse de la lumière, pour trouver une personne qui pourrait réparer son horloge, qui pourrait trouver la pièce qui manquait, qui pourrait enlever les poussières pouvant la bloquer, qui pourrait graisser le mécanisme afin qu'il fonctionne encore mieux. Il nota rapidement un nom et une adresse à l'autre bout de la France, Michel Cotineau, à l'Est. Il prépara sa montgolfière, laissa au sol tous ses poids, tous ses fardeaux, tous ses soucis. Il n'emporta avec lui que son horloge et les bons souvenirs qu'elle évoquait. Il s'envola ainsi très haut, de plus en plus haut que les églises, plus haut que les oiseaux. Et de là-haut, il eut une vue différente de la vie. Les champs qui paraissaient si gigantesques d'en bas étaient tout petits vus d'ici. Les couleurs étaient magnifiques, leurs formes si parfaites. Les camaïeux de vert, d'orange ou de jaune étaient soulignés par des cadres foncés que représentaient les routes et les rivières. C'était un tableau merveilleux. Son attention fut attirée par une minuscule forme qui se déplaçait. Il descendit un peu sa montgolfière pour voir de plus près de quoi il s'agissait. On aurait dit une fourmi, mais plus il descendait, plus il comprit qu'il s'agissait d'un homme qui rentrait chez lui, les bras chargés de paquets cadeaux. Intrigué, l'homme descendit encore sa montgolfière, jusqu'à se poser dans le jardin de cet inconnu. Il se glissa à pas de loup au rebord de la fenêtre pour observer la scène. L'homme offrait des cadeaux à une jolie petite fille qui devait avoir à peine 6 ans. Ses boucles dorées illuminaient son visage. Elle était souriante et elle serra fort son papa dans ses bras. L'homme espion esquissa un sourire. Comment ne pas trouver cet instant magique? Il remonta le cœur léger dans son ballon et s'envola encore plus haut, encore plus profondément dans les nuages. Là-haut, lui vint une idée. Il décida d'écrire un livre, une encyclopédie du savoir-être heureux. Il se reposait régulièrement dans les jardins de parfaits inconnus pour les observer, pour partager leurs moments de joie, de rire, de bonheur, d'amour. Il notait tout ce qu'il voyait, tout ce qui d'après lui rendait heureux, et découvrit des tonnes de recettes du bonheur. À chaque fois, il repartait encore plus léger, porté par le vent de la joie. Après avoir survolé de nombreux pays, observé de nombreuses civilisations, il écrivit le dernier chapitre de son livre. Il était temps qu'il se pose pour faire réparer son horloge. Arrivé chez le vieillard, il lui expliqua qu'il n'avait pas d'argent pour le payer, mais qu'il pouvait lui offrir l'encyclopédie du savoir-être heureux. Le vieillard accepta, mais l'homme émit une condition. Le vieillard devait s'engager à laisser toute personne qui venait le voir pour un problème d'engrenage le laisser consulter cette encyclopédie. Toute personne dont le mécanisme avait un souci avait le droit de recourir à cette encyclopédie du savoir-être heureux. Tout comme toi, tu peux recourir à ton encyclopédie du savoir-être heureux. Ton inconscient la détient déjà à l'intérieur de lui, à l'intérieur de toi. Tu as déjà un manuel, une encyclopédie, avec les meilleures stratégies te permettant d'être heureux. C'est pourquoi je t'invite à consulter maintenant cette encyclopédie, à faire une sorte de mise à jour pour supprimer les stratégies que tu utilisais jusqu'ici et qui se sont révélées sans effet positif,
et pour mettre à la place des stratégies positives qui vont t'amener au bonheur. Je laisse à ton inconscient quelques instants pour faire tous les changements nécessaires pendant que je termine de te raconter cette histoire. Le vieillard répara l'horloge. Il trouva la pièce manquante, le morceau de puzzle adéquat. L'homme ravi repartit avec son horloge sous le bras, encore plus léger qu'avant dans sa montgolfière. Le vieillard, quant à lui, continua à refaire battre des cœurs, à faire repartir les tic-tac grâce à son savoir-faire. Et les gens qui venaient le voir repartaient aussi avec une recette du bonheur. Du haut de sa montgolfière, l'homme observait les champs, les maisons et les hommes fourmis qui grouillaient tout autour. Son ouïe s'était faite plus fine, et de là-haut, il pouvait entendre les rires, les chants, les bisous, et cela emplissait son cœur de joie. Il reconnut bientôt son quartier, son immeuble, son appartement, et redescendit doucement pour se poser dans le parc. Il retourna chez lui et accrocha son horloge au mur, en face de son fauteuil préféré. Il reprit son roman et ferma les yeux pour écouter le tic-tac de son horloge préférée. Il s'assoupit et son roman lui glissa des mains. Quand il se réveilla, le roman avait glissé sur le sol et une lettre s'en était échappée. Il attrapa l'enveloppe. Le cachet de la poste datait du 14 septembre 1944. Elle était écrite de la main de son grand-père. Ma chère Rose, comme tu me manques, tu es dans mon cœur, dans chacune de mes pensées. Tu es ma force de chaque jour. Ton sourire me réveille chaque matin et tes baisers ferment mes paupières chaque soir. Je ne saurais ressentir ni le froid ni la crainte, car tu es avec moi. J'ai foi en l'avenir. J'ai foi en nous. J'ai foi en toi. Tu es la personne la plus formidable que je n'ai jamais connue. Tu es merveilleuse. Tu es belle. Tu es forte. Tu es intelligente. Tu es ma princesse. Je ferai 100 années de guerre pour n'être qu'à toi, même un seul instant. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu es la plus grande force qui me soit donnée. Tu es mon énergie, ma plus grande ressource. Une ressource inépuisable, alimentée par la force de notre amour. Et quand je ferme les yeux, je vois ton visage, j'entends ton rire, je ressens tes caresses. Je me sens si bien, je me sens si fort, je me sens si heureux. Et c'est grâce à toi. Tu me réchauffes le cœur. Tu es la personne la plus importante au monde. Tu mérites le meilleur. Tu mérites le bonheur absolu. Prends soin de toi, mon amour. Je t'aime. Signé Germain. Une larme s'échappa sur les joues de l'homme qui lisait cette lettre. C'était tellement beau. Son propre père était né d'un amour aussi puissant. Ma grand-mère terminait toujours cette histoire en me faisant un bisou sur le front et en remontant ma couverture pour que je n'aie pas froid. Ce n'est que quelques années plus tard que je compris qu'elle m'avait littéralement récité une lettre que mon grand-père lui avait écrite à la guerre. Elle avait inventé l'histoire autour et changé les prénoms. Je compris mieux pourquoi elle arrivait aussi bien à me transmettre toute cette émotion, tout ce sentiment d'amour indestructible. Et elle me répétait souvent, l'amour survit à tout, même à la mort. J'ai grandi avec cette histoire, avec cet exemple d'amour surpuissant. Et quand j'y repense en fermant les yeux, je sens toute cette chaleur m'envahir, comme si cet amour était une petite bougie à l'intérieur de moi, qui s'allumait, m'envahissait de bien-être, de bonheur et de joie. Et quand j'ouvre les yeux,
je me sens mieux, ressourcée, revigorée, détendue, calme, apaisée, confiante, heureuse tout simplement. Alors je me disais que, peut-être toi aussi, tu pourrais allumer ces petites bougies à l'intérieur de toi pour sentir l'amour et la joie se répandre. Et quand tu ouvriras les yeux toi aussi, tu te sentiras mieux, ressourcé, revigoré, détendu, calme, apaisé, confiant, heureux tout simplement, parce que ton inconscient est en train de faire tous les changements nécessaires à ton bonheur.